Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 5 septembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 177 du podcast. Et avant de commencer l'épisode pour de vrai, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont laissé un review sur la page Google de Traders 360. J'avais demandé de laisser des avis à la fin du dernier épisode et il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont fait, donc c'est très apprécié. Honnêtement, j'ai pris le temps de lire tous les messages, puis c'est du beau feedback, fait que c'est sûr que ça donne la motivation à continuer à faire le podcast chaque semaine. Donc, je voulais vous dire un gros merci pour ça. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler tout d'abord de la prochaine annonce de la Banque du Canada pour son taux directeur. Et ça va être demain matin, donc très très prochainement. Je vais aussi aborder la baisse du PIB. Il y a également les frais d'intérêt pour la dette publique du Canada et aussi du Québec. Je vais vous parler des deux. Et finalement, je vais conclure l'épisode avec l'amortissement négatif pour certains propriétaires qui ont une hypothèque à taux variable, mais à paiement fixe. Donc, c'est quoi la situation qui est liée avec l'amortissement négatif, puis en quoi ça consiste. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, commençons tout de suite. Demain à 10h, donc mercredi le 6 septembre, ça sera l'annonce de la décision de la Banque du Canada concernant son taux directeur. Et de mon côté, je m'attends à ce que la Banque du Canada maintienne son taux directeur à 5%. Donc, autrement dit, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une hausse de 25 points de base, du moins pour demain. Et la raison derrière ça, c'est que la Banque du Canada justifie ses décisions avec les données économiques. Donc, quand l'inflation monte, il se base là-dessus pour dire qu'il faut, encore une fois, monter les taux d'intérêt. Mais là, je pense que la Banque du Canada a une belle porte de sortie avec le dernier rapport de Statistique Canada concernant le PIB. Donc, si on regarde les chiffres de Statistique Canada, le produit intérieur brut du pays, il s'est contracté à un rythme annualisé de 0,2%. Et à noter que le consensus des analystes n'était vraiment pas ça. En fait, eux autres, ils prévoyaient une croissance de 1,2%. Donc, clairement, c'est un recul plus important que ce qu'ils avaient prévu. Et on peut voir que ce qui a mené à cette contraction-là, c'est du côté des dépenses des ménages et des exportations qui ont beaucoup baissé pour le deuxième trimestre de 2023. Et pour moi, les données du PIB, c'est un signe précurseur que l'économie canadienne va commencer à planter du nez très prochainement. D'ailleurs, à surveiller vendredi cette semaine, on va également obtenir les données pour le taux de chômage au Canada. Et de ce côté-là, je m'attends encore une fois que ça continue de monter. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, le délai entre la hausse des taux d'intérêt et les effets sur l'économie, c'est environ 12 à 18 mois, donc un an et demi. Et là, on commence à voir les premières répercussions de la première hausse en mars 2022. Donc, à mon avis, demain, la Banque du Canada va annoncer qu'elle maintient son taux directeur à 5%. Et là, d'après moi, il va sûrement avoir une dernière hausse de 25 points de base, soit en octobre ou en décembre, selon les données de l'IPC et les données du marché du travail. Et en parlant de politique monétaire, normalement, quand la Banque centrale d'un pays augmente les taux d'intérêt, ça pousse les gens à épargner au lieu de dépenser puis de s'endetter. Et le but étant que les ménages ils changent leurs habitudes de consommation. Et s'ils commencent à surveiller leurs dépenses, ça va venir ralentir l'économie. Et ça va faire l'objectif sous-jacent de ça, en fait, c'est de reprendre le contrôle de la hausse généralisée des prix. Pourtant, si on regarde les données de Statistique Canada, depuis l'augmentation du taux directeur en 2022, le taux d'épargne des ménages canadiens a continué sa tendance à la baisse. Si on parle de vrais chiffres, là, au premier trimestre de 2023, le taux d'épargne au Canada était de 2,9%.
Donc ça, c'est le premier trimestre de cette année. Au même trimestre, l'année passée, le taux d'épargne était de 8,8%. Et si on recule d'une autre année, en 2021, le taux d'épargne des ménages était à 14%. Donc là, de 14 à 8,8 à 2,9, tout ça dans l'espace de 2 ans, c'est sûr qu'il y a une baisse considérable du taux d'épargne, malgré le fait que on devrait inciter les gens à épargner davantage avec des taux d'intérêt plus attrayants. Par contre, là-dedans, il faut quand même considérer qu'en 2021, il y avait encore des confinements puis des restrictions qui limitaient en fait les dépenses des consommateurs. Et c'est ça qui a poussé le taux d'épargne à la hausse. Et pour moi, la suite des choses est claire. Je m'attends à ce que le taux d'épargne continue de descendre. Et d'après moi, ça pourrait descendre pas loin de 0% dans la prochaine année. Ça s'est déjà vu du taux d'épargne pas loin de 0%. Et tant qu'à moi, ce qui a aidé beaucoup de monde à traverser la dernière année, malgré l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, tout ça, c'est que le monde avait réussi à mettre beaucoup d'argent de côté en 2020, 2021, avec toutes les aides gouvernementales, avec le fait qu'on ne pouvait pas dépenser parce que tout était fermé. Tout ça a vraiment permis d'avoir un coussin financier à beaucoup de gens. Par contre, comme je vous dis, là, avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, cette épargne-là, au cours de la dernière année et demie, ben, cette épargne-là a vraiment fondu comme neige au soleil. Et ça, on peut le constater en regardant l'épargne nette moyenne des ménages qui a fortement baissé depuis, de 2021 à 2023. Et on peut également constater que c'est les ménages à faible revenu et à moyen revenu qui ont vu leur épargne nette diminuer le plus. Ce sont les mêmes personnes qui sont rendues à s'endetter sur leur carte de crédit pour réussir à payer toutes leurs factures. Donc, ça ressemble à ça, la picture du côté de l'épargne au Canada. Et c'est un peu à quoi on pouvait tous s'attendre, dans le sens que tout coûte plus cher. Nécessairement, le monde a plus de difficultés à mettre de l'argent de côté. Mais reste que l'idée derrière une politique monétaire restrictive, en augmentant les taux d'intérêt, on veut donner un incitatif aux gens d'épargner en offrant des taux d'intérêt plus élevés. Et à l'inverse, on veut diminuer les dépenses, donc le coût d'emprunt augmente avec le taux directeur évidemment. Donc présentement, on ne voit pas encore les gens vouloir épargner et c'est compréhensible avec l'environnement économique dans lequel on se trouve. Et un autre point à considérer avec la hausse des taux d'intérêt, c'est l'impact que ça va avoir sur les frais d'intérêt de la dette publique. Je l'explique rapidement. J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Le Canada, il est rendu avec une dette publique qui dépasse 1300 milliards de dollars. Et il faut également ajouter à ça la dette du Québec, parce qu'un contribuable québécois paye du fédéral et du provincial. Et la dette du Québec est rendue à 310 milliards de dollars. Donc, si on prend ces dettes-là, puis on les divise par le nombre de contribuables imposables, donc respectivement pour le Canada et le Québec, ça donne une dette équivalente à 90 000 $ par contribuable québécois. Et ça inclut la portion de la dette fédérale additionnée avec la portion de la dette provinciale, mais grosso modo, on se retrouve en tant que contribuable québécois avec une dette de 90 000 $ et on est collectivement responsable de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada et la province du Québec, eux autres, ils se financent avec des obligations et logiquement, ils doivent payer de l'intérêt sur cette dette-là. Et plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça coûte cher au gouvernement d'emprunter. Ça, c'est tout normal. Mais il faut comprendre que ultimement, c'est nous, les contribuables, qui fournissent les revenus de l'État. Dans le sens, c'est avec nos impôts et nos taxes. Et au final, c'est à nous que ça va coûter cher. Quand le taux d'intérêt sur la dette publique était à 1,5%, c'était pas si pire, parce que ça, les taux d'intérêt étaient bas pour tout le monde, y compris le gouvernement. Mais là, il est arrivé deux choses. Premièrement, la dette publique du Canada a explosé. Ça a monté très rapidement depuis 2020 à aujourd'hui. Et en plus, les taux d'intérêt ont jumpé.
Et ce que ça fait concrètement, c'est que les frais d'intérêt de la dette du Canada, ils ont monté de 84% en 2 ans. Donc, juste donner une idée de grandeur, pour le premier trimestre de 2023, le gouvernement fédéral il a payé près de 11 milliards de dollars juste en intérêts. Donc, on s'entend que payer des intérêts sur de la dette publique, ça donne rien en termes de services à la population, là. C'est littéralement 11 milliards de dollars pour rembourser des intérêts sur des dépenses du passé, là. Donc, ça commence à coûter plus cher au gouvernement d'emprunter. C'est normal, le taux directeur, il augmente pour tout le monde. Sauf que, comme je vous dis, le gouvernement, il n'en a pas d'argent. Le gouvernement, c'est nous, tous les contribuables qui le feed. Donc, ultimement, c'est à nous que ça va coûter cher, tout cet emprunt-là à des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'ils étaient. Donc, les frais d'intérêt sur la dette publique, c'est un peu tout notre problème et ça commence à être quand même des montants considérables à prendre en considération. Une autre conséquence un peu cachée de la hausse des taux d'intérêt, c'est les amortissements négatifs. Ça, en fait, c'est les propriétaires avec un prêt hypothécaire qui est à taux variable, mais à paiement fixe. Autrement dit, même si le taux directeur augmente puis que le prêt il est à taux variable, ben, le montant des versements hypothécaires, il ne va pas changer, il n'augmentera pas. À la place, ce qui arrive, c'est que oui, le versement, il ne change pas. C'est juste que la portion du paiement qui est allouée aux intérêts versus le capital, ben, ce montant-là est ajusté. Évidemment, si les taux d'intérêt augmentent, tu vas payer plus d'intérêts. Sur le même montant, il y a une plus grosse portion qui va aller vers les intérêts. Et la problématique avec ça, c'est qu'avec la forte hausse des taux d'intérêt depuis 2022, c'est que pour beaucoup de propriétaires, le paiement hypothécaire, il ne couvre même pas les intérêts à payer. Et ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que le montant qui manque, la balance en fait, ben, il va se rajouter au solde de l'hypothèque. Donc concrètement, il y a du monde qui paye leur hypothèque à chaque mois, mais leur solde hypothécaire, il monte de jour en jour au lieu de descendre. Et conséquemment, ben, le nombre d'années qui reste à payer sur le prêt, ben, le nombre d'années augmente au lieu de diminuer. Et c'est ça qu'on appelle de l'amortissement négatif. À noter que ce n'est pas toutes les institutions financières qui vont permettre ça, c'est-à-dire qu'il y a certains prêteurs qui vont automatiquement augmenter le versement hypothécaire pour que ça continue de couvrir au minimum les intérêts. Et il y en a d'autres qui vont communiquer avec le client avant qu'il atteigne le fameux taux limite pour leur offrir d'autres options comme passer à un taux fixe ou effectuer un paiement forfaitaire dans le but que justement il ne se retrouve pas avec de l'amortissement négatif. Au Canada, on parle de 35% des prêts hypothécaires qui sont à taux variable et 80% de ces hypothèques-là, ils sont à versement fixe. Donc, ça fait en sorte que les banques canadiennes ils se retrouvent nécessairement avec des clients qui n'arrivent plus à couvrir la portion des intérêts sur leurs prêts. Et selon une firme d'analyse, 20% des clients de la banque TD, BMO et CIBC, ces clients-là se retrouvent avec une hypothèque à taux variable et avec un amortissement négatif. Dans le cas de la banque TD et de la banque Royale, 23% de leurs clients ont un amortissement restant de plus de 35 ans. On comprend que, règle générale, un amortissement pour une propriété, c'est sur 25 ans. Mais là, avec le fait que le solde hypothécaire, il monte à chaque mois au lieu de descendre, ça vient rallonger la période. Et là, comme je vous dis, on se retrouve avec des amortissements de plus de 35 ans. Tu vois pas le bout de quand est-ce que tu vas réussir à rembourser toute ta maison. Donc, c'est sûr que pour les propriétaires avec un prêt à taux variable, sont pas mal anxieux là, par rapport à la décision de la Banque du Canada, puis ils anticipent pas mal une autre hausse du taux directeur parce que eux autres, à chaque fois, ben, ça leur fait mal que tu aies des paiements fixes ou non. Soit ton versement hypothécaire augmente, ce qui n'est pas mieux pour ton budget, ou sinon, tu payes ton hypothèque, mais tu payes uniquement des intérêts. Le montant suffit même pas, puis finalement,
ton seul hypothécaire, il fait juste monter. Donc, tu travailles pour payer des intérêts, c'est pas super motivant. Mais bref, c'est un peu la picture qu'on retrouve présentement avec les clients qui ont un prêt hypothécaire à taux variable, mais paiement fixe. Sinon, si on se penche du côté des marchés boursiers, avec les récentes données qui démontrent un peu une faiblesse du côté de l'économie canadienne et également les données qui démontrent la fin de la surchauffe du marché du travail aux États-Unis, on a pu voir un rebond du côté des indices boursiers, donc avec le TSX Composite, l'indice canadien, et le SP500 qui ont grimpé toutes les deux depuis les derniers jours. Et c'est un peu contre-intuitif parce que les données économiques sont pas bonnes, mais les marchés financiers sont dans le vert. Mais la raison derrière ça, c'est que plus les données économiques sont mauvaises, plus les investisseurs ils s'attendent à ce que les banques centrales arrêtent de monter leur taux directeur. Donc, plus les nouvelles sont pas bonnes pour l'économie, plus la bourse devrait monter. Ça a l'air un peu étrange, mais à date, c'est ce qu'on constate. Et il y a beaucoup d'économistes qui prévoit déjà les taux d'intérêt qui redescendent en 2024. On parle de mars-avril 2024. Personnellement, je suis pas convaincu de ça encore. Même si je suis persuadé qu'on se dirige vers une récession, je crois quand même que l'inflation va rester élevée encore quelques temps malgré la contraction économique. Et c'est pour ça que j'écarte pas le scénario d'une stagflation, autrement dit une période où le taux d'inflation est élevé en même temps que l'économie tourne au ralenti, ce qui crée évidemment en même temps une forte augmentation du taux de chômage. Mais bref, inflation et récession, c'est vraiment pas un bon mélange, mais pour moi, c'est pas impossible que ça se produise. Ce mix-là d'économie qui stagne en même temps que l'inflation demeure plus élevée que 2-3%. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même probable. Et pour le moment, dans l'ensemble, les marchés canadiens et américains, ils se portent bien. Je veux dire, ça fait quelques temps que c'est à la hausse. Les investisseurs, ils semblent encore confiants qu'on va éviter une grosse récession, puis qu'on va également, en même temps, réussir à contrôler l'inflation. Tu sais, la crainte majeure des investisseurs en ce moment, c'est pas mal plus le ralentissement économique en Chine. Mais malgré ça, on a le baril de pétrole brut WTI qui est au-dessus de 87 $ US. Ça, c'était suite à l'annonce de l'Arabie Saoudite qui allait continuer de couper volontairement sa production jusqu'à la fin de l'année. Et comme je l'ai déjà dit, la hausse du prix du pétrole, c'est un élément qui va définitivement faire remonter l'indice des prix à la consommation. Avec juste les prix à la pompe, l'essence, c'est sûr que ça va venir affecter les frais de transport et le cost d'un paquet de produits. Et petite parenthèse, juste pour faire une mention spéciale aux actions de Suncor que j'ai achetées en mai ou en juin, je les ai achetées autour de 38 $ par action et là, sont rendus autour de 47 $. Et ça, c'était mon bet sur le secteur de l'énergie, sur le TSX, et j'ai partagé cette information-là sur le podcast, et même avant ça, aux abonnés de mon infolettre. Mais bref, c'était pas une recommandation d'achat, mais plutôt une observation d'un secteur d'activité qui me semblait sous-évalué par le marché. Donc, Suncor Energy qui a été rajouté récemment à mon portefeuille avec un rendement des dividendes autour de 5%. Le titre se porte très bien en ce moment. Donc, c'est pas mal la fin de la parenthèse. Je veux aussi vous dire que le pétrole brut, c'est pas la seule matière première qui affiche une forte augmentation depuis le début de l'année. En fait, si on regarde la performance des futures, les contrats à terme pour les commodités, on peut constater que le prix du jus d'orange il a monté de 52% depuis janvier 2023. Et on peut voir un peu le même type d'augmentation avec les futures pour le prix du cacao, de l'avoine, du sucre, etc. Donc, ça aussi, ça va se transmettre sur les prix des aliments à l'épicerie. Donc, le prix du pétrole brut et le prix des matières premières liées à l'alimentation, ça me pousse à croire que la cible
de la Banque du Canada ne sera pas atteint d'ici à court terme. Là. Je vous rappelle que la Banque du Canada vise un taux d'inflation annuel près de 2%. Tant qu'à moi, l'IPC va repartir à la hausse dans les prochains mois. On va bientôt ressentir l'effet de la hausse du pétrole brut et la hausse d'un paquet de matières premières. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être surpris de voir ça. Beaucoup de monde qui pense que l'inflation, c'est terminé. On a réussi à reprendre le contrôle parce qu'on est passé en dessous de 3%. Mais pour moi, l'inflation va demeurer encore insistante pendant quelques temps. Et c'est pour ça que je vous dis, si on arrive avec un ralentissement économique et que l'inflation demeure élevée, c'est vraiment pas un beau mix. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Pour ceux qui aiment le podcast, qui apprécient le contenu, qui trouvent que l'information est pertinente, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Et encore une fois, merci de votre attention et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.